Bonjour à tous. Je me présente, Samuel Coussy, chef de projet au BRGM depuis une dizaine d'années maintenant, en charge notamment des dossiers en lien avec les terres excavées, hein. On est en maîtrise d'œuvre, si on peut dire, hein, du ministère de la Transition écologique pour la mise en place du registre national des déchets, terres excavées et sédiments. Voilà, donc je partage ma présentation. Je vais vous présenter rapidement en fait, les bases réglementaires, hein, du registre national des déchets, terres excavées et sédiments et faire un peu le tri sur, qui doit déclarer, qui doit pas déclarer, notamment. Et je terminerai, la présentation, par un petit exemple en fait d'utilisation, de l'application, RNDTS. Donc tout d'abord les bases réglementaires. Finalement cet outil en fait, il part d'une évolution réglementaire européenne, hein, dans le cadre de la modification de la directive cadre déchets. Dans ce contexte-là, il est bien précisé que les États membres créent un registre électronique relatif aux déchets dangereux, hein, et là on précise bien déchets dangereux, pour, je cite, consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1 pour l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné. Par rapport à ça, le règlement dit POP, polluants organiques persistants, hein, dans cette continuité, en fait, ce règlement POP précise qu'effectivement, les déchets contenant des POP se voient appliquer les mêmes dispositions qu'aux déchets dangereux. Donc, on voit qu'on a une réglementation européenne, mais qui est basée vraiment sur les déchets dangereux. Au niveau de la transposition en droit français, et notamment dans le contexte de la loi anti-gaspillage et économie circulaire de février 2020, hein, on a un renforcement de la traçabilité et une extension finalement de ces notions de tenue de registre, en fait, quoi, hein. Donc, notamment dans l'article 117, hein, on voit que cet article étend la traçabilité aux terres excavées et aux sédiments, hein. Donc, selon cet article, hein, je cite, sans préjudice du grand 1 du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées ou des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative les informations. Et donc ça, ces informations sont listées, hein, dans un autre document que j'évoquerai un peu plus tard, quoi. Et donc là, on parle vraiment en fait de terres excavées et sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, hein, le fait qu'ils aient ou non le statut de déchet, en fait, quoi, hein. Donc au final, la traçabilité des terres excavées ne dépend plus uniquement de leur statut de déchet, en fait, quoi, hein. Et typiquement, elle est aussi étendue aux courtiers et elle dépend au final du niveau. J'ai mis statut, mais c'est pas vraiment le statut type statut déchet, hein, mais c'est le statut classification déchets, en fait, quoi. Savoir déchets dangereux, déchets contenant des polluants organiques persistants et terres sans statut de déchet. Donc, en application de cette loi dite AGEC, hein, deux documents importants, hein, pour vous sont parus en 2021. Le premier, c'est le décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, hein, qui précise quoi, ce décret? Qui précise d'une part que la tenue de registre chronologique interne pour les personnes produisant, expédiant, recevant ou traitant des déchets ou des terres excavées ou des sédiments est imposée, en fait, quoi, voilà, est imposée. Et il précise, second point, la création d'un registre national des déchets, terres excavées et sédiments qui doit être renseigné par certaines personnes uniquement. Donc ça, j'y reviendrai. Mais le registre national s'inscrit vraiment dans le cadre de ce deuxième point. Donc le décret finalement fixe les grands principes, hein, de cette traçabilité et les informations qui doivent être remontées dans le registre national, enfin ou dans tout type de registre, hein, de manière générale, sont précisées dans l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées, sédiments. Voilà. Donc, comme je le disais, en fait, hein, cet arrêté précise le contenu des différents registres, hein, et liste finalement les informations réglementaires nécessaires à la tenue de ces registres. Donc là, je reviens sur un sujet, voilà, qui peut paraître un peu complexe, c'est les différentes catégories d'utilisateurs du registre national des déchets, terres excavées et sédiments, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment deux choses à distinguer: la tenue de registres chronologiques internes, hein, et le fait de transmettre ces registres chronologiques internes au registre national, hein, donc qui est une couche supplémentaire,
mais qui ne doit pas être fait pour toutes les personnes. Donc là, je m'explique, hein, pour les personnes qui vont déclarer des déchets dangereux, par exemple. Hein. Donc là, j'ai séparé déclarants déchets des déclarants THKV et sédiments, parce qu'on a des choses un petit peu différentes. Hein. Donc sur la partie déchets, on va dire, hein, et notamment déchets dangereux, là, c'est relativement simple, c'est-à-dire que à peu près tous les acteurs qui gravitent autour des mouvements de déchets dangereux doivent faire remonter ces informations au registre national des déchets THKV et sédiments. C'est-à-dire donc les exploitants d'établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP, les collecteurs, transporteurs, négociants, courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP, ainsi que les exploitants d'installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP. Alors, petite subtilité là-dessus, hein, même si au final ces informations doivent être remontées dans un registre national, la déclaration se fait par l'application Track Déchets. Hein, c'est une application existante qui permet d'éditer des bordereaux de suivi de déchets, hein, des BSD, qui sont des documents de traçabilité obligatoires pour les déchets dangereux. Et donc finalement, on a une interconnexion entre Track Déchets et la base de données registre. Et à partir du moment où on fait une déclaration, on émet un BSD électronique dans Track Déchets, ces informations sont versées au format registre dans l'application RNDTS. Donc finalement, cette déclaration, elle se fait via Track Déchets. Ensuite, on a la catégorie déchets non dangereux, non inertes. Hein. Dans ce cas-là, il y a vraiment deux types de personnes qui doivent faire remonter ces informations au registre national des déchets. C'est d'une part les exploitants d'installations d'incinération de déchets non dangereux et les exploitants d'installations de stockage de déchets non dangereux, non inertes, hein, donc ISDND, d'une part, et d'autre part, les exploitants d'installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet. Donc là, on parle de sortie de statut de déchet explicite, hein, dans ce cas-là. Toutes les autres personnes hein, qui produisent, qui gèrent des déchets non dangereux, non inertes, ne sont pas soumis au principe de remonter ces informations dans le registre national, même si elles doivent tenir un registre chronologique interne du mouvement de ces déchets, elles ne sont pas tenues à transmettre ces registres au registre national. Alors j'en arrive à la partie TRSKV et sédiments. Hein. Dans ce cas-là, on a un panel d'acteurs un peu plus large hein, qui doivent faire remonter leurs informations au registre national. On a d'une part donc les personnes qui produisent ou traitent des TRSKV et des sédiments. Hein. Donc là, on parle vraiment de la production, hein, c'est-à-dire le producteur initial du déchet, de la TRSKV. Hein. Alors, je ne parle pas vraiment de déchets parce qu'effectivement, ça peut être sous statut déchet ou pas, mais les personnes qui produisent la TRSKV ou les sédiments, ou les personnes qui les traitent. Hein. On a ensuite les personnes qui effectuent une opération de valorisation de TRSKV ou sédiments. Hein. Donc si des personnes reçoivent des TRSKV pour des projets d'aménagement, typiquement, elles seront tenues de transmettre les informations à RNDTS. Et ensuite, les personnes qui exploitent une installation de transit ou de regroupement de TRSKV ou sédiments sont tenues aussi de transmettre ces registres à RNDTS. Donc on voit finalement que les seules personnes qui ne sont pas concernées par cette transmission, c'est d'une part les transporteurs et d'autre part les courtiers négociants. Voilà. Alors, ensuite, on a bien évidemment les personnes qui vont consulter le registre. Hein, donc, il s'agit déjà des déclarants. Hein, donc, les personnes qui ont effectué des déclarations à ce registre sont bien évidemment autorisées à les consulter, en fait, quoi, à consulter leur propre registre, on va dire. Mais aussi et surtout donc, les services de l'État, hein, notamment les inspecteurs des installations classées dans les DREAL, hein, dans les services déconcentrés de l'État. Hein, donc, pour effectuer des contrôles, voilà, c'est vraiment l'objectif, on va dire, de cette base de données, c'est vraiment que l'État puisse avoir un visu un peu sur la traçabilité déchets, d'une part, et TRSKV et sédiments plus spécifiquement, quoi. Alors, je vais essayer de résumer un peu les obligations de traçabilité pour les TRSKV, hein, faire un focus sur les TRSKV, sachant que, on l'a vu, hein, les déchets non dangereux, non inertes, la plupart des personnes ne sont pas concernées, et vous, d'autant moins hein, à la FNTP. Donc voilà. Donc je vais faire un focus vraiment sur les terres excavées et les sédiments. Donc on distingue deux catégories de terres. Hein. Les terres excavées non dangereuses avec ou sans statut de déchet, hein, ce que je disais. Donc là,
on a des obligations en termes de registre chronologique, hein. Alors, si on transmet au registre national, hein, on a exemption de conservation, hein, de ces registres. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ces informations sont stockées dans une base de données nationale, donc il n'y a pas besoin de les conserver, hein, voilà. Elles sont conservées finalement dans cette base de données, hein. Donc au final, cette obligation de transmettre à RNDTS, elle a lieu, on l'a vu, pour la plupart des acteurs, sauf pour les transporteurs, courtiers et négociants. Une fois que le contenu d'un registre est transmis, donc il est transmis à RNDTS, il n'est pas nécessaire de le conserver, hein, ce que je disais. Voilà. On a des exemptions pour les ménages, hein, donc classiquement, hein, et des exemptions pour les petits volumes de terre, c'est-à-dire lorsqu'une opération fait moins de 500 mètres cubes. Et lorsque les terres sont utilisées sur le site même de leur excavation, dans la limite d'une distance parcourue sur le site de 30 km au maximum, hein. Alors là, on parle sur des sites relativement grands, hein. Donc là, on est sur des sites type chantier d'infrastructure linéaire de transport, quoi. Mais encore faut-il que les terres fassent plus de 30 km sur ce site-là, ce qui n'est pas forcément très fréquent, voilà, étant donné les coûts de transport notamment, quoi. Donc voilà pour les terres excavées non dangereuses. Maintenant, qu'en est-il pour les terres excavées dangereuses ou contenant de l'amiante? Dans ce cas-là, il faudra émettre un BSDD ou un BSD amiantifère, hein, via l'application Track Déchets. Le registre national électronique est alimenté automatiquement par Track Déchets dans ce cas-là, donc vous n'avez rien à faire côté RNDTS, hein. Et donc là, toujours pareil, hein, on a des notions de conservation, mais qui, la plupart des personnes sont exemptées au final parce que ces informations sont bancarisées dans la base de données nationale, hein. On a des exemptions pour les ménages, hein, toujours pareil, pour les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets, et pour les personnes qui sont admises à déposer des petites quantités de déchets dangereux dans les déchetteries, ou les remettre à un collecteur. Donc voilà un peu quelles sont les obligations, hein, pour les terres excavées dangereuses ou non. Donc maintenant, le registre national RNDTS, hein, donc cette application finalement, hein, donc c'est une application reliée à une base de données, hein. Elle est accessible depuis janvier 2022 sur le site là, que vous voyez apparaître à l'écran, hein. Donc vous tapez RNDTS dans Google, hein, vous tombez sur la page d'accueil, hein. Donc sur ce site web, vous avez des informations sur la réglementation en vigueur, des guides utilisateurs et une foire aux questions, et un lien direct vers l'application RNDTS. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. On essaie de mettre à jour aussi des actualités en fonction des versions qui sortent de l'application RNDTS. Donc il y a eu une version qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec des évolutions par rapport à la toute première version qui était en ligne en janvier, quoi. Alors, un point important à noter, c'est qu'une période de tolérance a été mise en place par le ministère de la Transition écologique entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 pour que les entreprises, finalement, aient le temps de s'approprier ce nouvel outil et ces nouvelles dispositions. Alors attention, ce n'est pas une période blanche, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est déclaration de mouvements de terre excavée ou de sédiments, hein, qui ont eu lieu entre le 1er janvier et le 30 juin 2022 devront être transmises à RNDTS à un moment donné, hein. Ça, c'est très clair. L'exemption, la tolérance, elle porte uniquement sur les délais de transmission. Pourquoi? Parce que dans le décret traçabilité, il est indiqué que la transmission des informations doit se faire au plus tard à la fin du mois suivant le fait générateur. Le fait générateur, c'est l'excavation, hein, c'est voilà. Donc par exemple, si je vais avoir un chantier où j'ai de l'excavation, par exemple le 15 mars, en théorie, je devrais déclarer dans RNDTS au plus tard le 30 avril 2022. Donc là, on a une période de tolérance, c'est-à-dire qu'on peut faire cette déclaration là maintenant jusqu'au 30 juin 2022. Voilà. Mais par contre, tous les mouvements de terre qui ont eu lieu depuis le 1er janvier 2022 devront être pris en compte et bancarisés dans l'application RNDTS, pour les personnes redevables de ces transmissions, bien entendu.
l'application RNDTS est le strict reflet de la réglementation à l'heure actuelle. C'est une réglementation finalement qui s'intéresse que aux producteurs du déchet ou de la terre excavée. Donc, c'est-à-dire, la plupart du temps, on va dire le maître d'ouvrage, en fait, quoi. Les maîtres d'ouvrage sont parfois peu sensibilisés à ces notions de traçabilité, on va dire, de terre excavée, et la plupart du temps, au final, c'est les entreprises qui s'occupent de tenir les registres, même si réglementairement, ça reste la maîtrise d'ouvrage qui est responsable de ces matériaux-là, on va dire, quoi, de ces déchets qui vont sortir, quoi. Donc, pour répondre finalement à ce questionnement, nous avons mis en place, donc nous avons fait déjà valider par le ministère de la Transition écologique si d'un point de vue juridique, on pouvait mettre en place un système de délégation, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage puisse déléguer la tenue de ces registres à une entreprise, en fait, quoi, une entreprise de travaux. Donc là, ça a été validé donc, par le ministère. Et actuellement, donc, nous développons un système pour déléguer la tenue de registres, c'est-à-dire qu'un producteur de terre va pouvoir déléguer la tenue de ces registres sur une période de temps donnée, pour un chantier donné, à une ou plusieurs entreprises, en fonction après des contrats qui sont passés avec les différentes entreprises, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui sera possible. Donc au final, pour répondre à cette question, si l'entreprise aura des choses à faire, mais uniquement si c'est contractualisé, enfin vu, avec la maîtrise d'ouvrage, quoi, typiquement. Oui, tout à fait. Un registre, c'est tenu par entreprise, en fait, quoi, hein. Donc, on a plusieurs types de registres. Des registres terre excavée sédiments sortants. Donc là, ça, c'est ce qui est tenu à la sortie d'un chantier, on va dire, quoi, hein, terre et sédiments sortants. Et quand on arrive dans une installation de transit, l'installation va devoir tenir un registre terre et sédiments entrants. Donc, chacune de ces personnes va tenir ses propres registres qui sont différents, même si effectivement il y a un lien entre les deux. Mais on n'a pas de. Là, ici, on ne parle pas de bordereau, comme au sens de traque déchet, où c'est un document qui va suivre le déchet depuis sa production jusqu'à son élimination finale, en fait, quoi, et où tout le monde signe. En fait, c'est un document qui va suivre le déchet. Là, on n'a pas ce type de document qui va suivre le déchet. C'est siloté par entreprise, en fait, quoi, hein. Donc, une entreprise tient ses propres registres. Si elle déclare que des terres qui sortent d'un chantier, elle va tenir qu'un registre terre et sédiments sortants, quoi. L'idée principale du ministère, c'est d'éviter les doubles déclarations. Et ils partent vraiment du principe dites-le nous une fois. C'est-à-dire que si une entreprise tient des registres chronologiques internes, mais a l'obligation de transmettre ces registres à RNDTS, hein, donc en fonction de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, là, elle pourra mettre en place soit un interfaçage avec l'application RNDTS, j'y reviendrai, hein, soit utiliser directement l'application RNDTS pour la tenue de ses propres registres, en fait, quoi. Mais entre guillemets, elle aura à faire ses déclarations une fois, et après la transmission à RNDTS, elle sera faite soit par biais électronique, soit par un autre biais, mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de double déclaration à faire dans ce cas-là, quoi, hein. Voilà. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas à transmettre à RNDTS, on reste toujours sur des registres chronologiques internes, mais qui disposent des mêmes informations, hein, que les registres qui sont transmis à RNDTS, quoi, qui sont télétransmis à RNDTS, quoi. Alors, ben, c'est tous les déchets non dangereux, non inertes, sauf les terres excavées et les sédiments. C'est-à-dire, donc, vous reprenez la codification CE, hein, des déchets, en fait, quoi, hein. Vous prenez tous les noms étoilés et vous sortez les trois codes déchets qui correspondent aux terres excavées et aux sédiments, c'est-à-dire la 170405, pardon, la 20 020, je sais plus combien de mémoire, et le code correspondant au bout de dragage qui est un code en 17 quelque chose, quoi. Donc, typiquement, là, pour prendre un exemple, effectivement, hein, on nous pose souvent la question des gravats ou des déchets de démolition du BTP. Eh ben, ce ne sont pas des terres excavées, des sédiments, hein. Donc là, ce sont des déchets non dangereux, non inertes. Mais par contre, là, il y a très peu de personnes qui doivent télétransmettre
ces registres DND, on va dire, déchets non dangereux, à RNDTS. Hein, comme je le précisais tout à l'heure, c'est uniquement les ISDND, les installations de stockage de déchets non dangereux, et les installations d'incinération, quoi. C'est une classification déchets, on va dire standard, hein. On a des critères, hein, pour juger qu'une terre est inerte ou pas, en fait, quoi. Donc là, c'est des critères qui sont précisés dans l'arrêté du 12 décembre 2014, en fait, quoi. Donc ça, je vous invite à aller voir, hein. Je pense que l'objectif, c'est pas de revenir sur ces critères-là. Sur la dangerosité, c'est un peu plus compliqué, hein, où il y a des méthodologies qui existent, qui ont été mises en place notamment par l'INERIS pour évaluer la dangerosité d'un déchet, on va dire, quoi. Alors, c'est assez générique et ça peut être relativement complexe à utiliser pour une terre excavée. Néanmoins, alors attention, une terre excavée polluée n'est pas forcément dangereuse, hein, ça va dépendre du niveau de pollution en fait qu'on a, quoi. Par contre, une terre très polluée aura toutes les chances d'être dangereuse. Et le côté de prendre une étoile ou perdre l'étoile sur le code CE, ça c'est une affaire d'expert entre guillemets. Mais par contre, il y a des méthodologies qui existent pour classer, hein, ces terres dangereuses ou non, en dangereux et non dangereux, quoi. Si vous déplacez des terres excavées au 1er avril, en fait, quoi, vous devrez déclarer ces mouvements dans RNDTS, en fait, quoi, comme je le précisais, heu jusqu'à la date butoir, là, du 30 juin 2022, en fait, où il faudra transmettre toutes les informations dans RNDTS, en fait, auprès de l'administration. Donc tous les mouvements de terre qui a eu lieu, entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022. Alors non, 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 pas du tout. Alors là, le seuil de 500 mètres cubes, hein, c'est vraiment sur, une opération de plus de 500 mètres cubes qui a eu lieu sur un site producteur quelconque. Les dispositions sont un peu différentes, on va dire, pour, un centre de transit, hein, ou de tri-transit regroupement, parce que lui, il va recevoir de multiples petits volumes, en fait, quoi, hein. Donc dans ce cas-là, en fait, hein, et de mémoire, c'était l'UNPG qui avait posé la question, au ministère, hein, parce qu'il y avait un sujet là-dessus, en fait, quoi. À partir de là, on considère qu'une telle installation, il n'y a pas vraiment de seuil, en fait, pour, transmettre ces informations à RNDTS, en fait, quoi, et que, il devra déclarer tous les flux de terre entrants à partir de, enfin, il y a pas de seuil sur le comment? De volume, hein, on va dire. Là, ça me paraît plus délicat de déléguer un registre. Attention, hein, faut bien comprendre que, le producteur, lui, il doit tenir un registre terre excavée, sortant, on va dire, quoi, hein. Donc, à moins qu'il y a un contrat qui lie finalement, l'exploitant qui réceptionne les terres et qui les récupère de A à Z, si vous voulez, qui fasse l'excavation, le transport, qui organise le transport, on va dire, parce que c'est pas lui qui va faire forcément le transport, mais qui organise le transport et qui organise la réception des terres. Alors, peut-être que oui, dans ce cas-là, le producteur peut déléguer auprès de cette entreprise-là la tenue de son registre chronologique de sortie, on va dire, quoi. Mais par contre, lui, en tant qu'exploitant qui réceptionne les terres, il devra aussi tenir son propre registre terres et sédiments entrants. Si ce cas de figure est avéré, finalement, il devra tenir deux registres, le registre du producteur, donc qui est le registre sortant, et son propre registre qui est celui qui réceptionne les terres, quoi. La plupart du temps, ça va être des ICPE, on va dire, des établissements, on parle là, effectivement de centres de regroupement, tri-transit. Mais encore une fois, là, je vous dis, hein, sur la partie réglementation, tout ce qui est, chantier TP, enfin entreprise de travaux publics, n'a pas été, nommé en fait dans cette réglementation. Néanmoins, les entreprises de travaux seront concernées malgré tout. Pourquoi? Parce que, bah, c'est les entreprises, et vous le savez bien, qui sont en première ligne sur l'excavation, la gestion, des blés remblais, on va dire, quoi. Heu et finalement, ça va dépendre de, ce qu'elles ont décidé de faire, avec, la maîtrise d'ouvrage au final, quoi. Après les délégations, il y aura pas de critère qui permettra de verrouiller des délégations et cetera, en fait, quoi. Donc ce sera à utiliser à bon escient et ce sera probablement à gérer ces notions de délégation en fonction, des liens contractuels qui régissent finalement, la position du maître d'ouvrage par rapport aux entreprises de travaux, voire, d'un exutoire final, quoi.
On essaie de réfléchir sur ce sujet actuellement, et potentiellement, il pourrait y avoir plusieurs niveaux de délégation. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage pourra déléguer au mandataire, hein, ou à la maîtrise d'œuvre, on va dire, quoi, la gestion de ces registres qui, elles, vont gérer, vont répartir finalement les délégations en fonction des entreprises qui travaillent sur telle partie du chantier, quoi. Donc, ça sera fait de cette manière, a priori, quoi. Alors là-dessus, hein, et là, moi, je vous conseillerais d'être le plus sécuritaire possible, en fait, quoi, hein. Un chantier, en fait, on sait assez vite, hein, si ça va dépasser les 500 mètres cubes, en fait, quoi, hein. Donc, ça, c'est vraiment à vérifier avec le maître d'ouvrage, en fait, quoi. Donc, pour moi, c'est en fonction de ce qui est donné par le maître d'ouvrage, en fait. Après, si on dépasse en cours de chantier, honnêtement, ça peut aller assez vite, en fait, les 500 mètres cubes, quoi, hein. Donc, je ne sais pas si ça arrivera assez fréquemment, en fait, là, qu'on annonce un chantier qui soit inférieur à 500 mètres cubes et qu'on dépasse dans le délai de plus d'un mois, en fait. Par contre, si vous avez, alors je pense qu'il faut être raisonnable aussi là-dessus, après, quoi. C'est si vous avez un chantier qui est affiché à, je ne sais pas moi, 400 ou 450 mètres cubes, il faut être raisonnable et se dire, bah, potentiellement, on risque de dépasser. Donc, se tenir prêt à déclarer aussi les choses, quoi, hein, derrière. Ça peut être ça, quoi. Donc là, alors, bah, encore une fois, hein, j'en ai bien discuté, en fait, ça dépend vraiment de ce qui est décidé avec le maître d'ouvrage. Dans tous les cas, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui assure cette traçabilité. Si personne ne le fait, ce sera hors réglementation. Donc voilà, le chantier ou ça sera dans l'illégalité par rapport à ça. Donc il faudra qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Après, ça dépend encore une fois euh, qui le fait. Est-ce que c'est la maîtrise d'ouvrage? Est-ce que c'est les entreprises de travaux? Voilà, ça c'est à décider en concertation, quoi. Oui, alors c'est possible de réunir tous les enlèvements dans une journée. Pourquoi? Parce que les déclarations soient à faire, quotidiennement, hein. Donc là, vous irez voir, hein, l'arrêté registre, en fait, quoi, la date d'excavation est précisée. Donc là, la date, ça veut dire, une déclaration, quotidienne, hein, à minima, à minima. Alors on peut renseigner plusieurs transporteurs, hein, dans une déclaration, hein, donc si vous utilisez plusieurs transporteurs, c'est possible de le faire dans une seule déclaration. Par contre, ce qui est important de faire, c'est d'avoir plusieurs déclarations si on a des zones d'excavation distinctes, hein. Alors je précise, les coordonnées géographiques du lieu d'excavation sont nécessaires, sont une donnée à renseigner, soit en renseignant les numéros de parcelles cadastrales, soit en renseignant des coordonnées GPS en domaine non cadastré. Donc, si on a un chantier donc, où on va excaver à un endroit donné, voilà, toute une journée, là, typiquement, on peut très bien regrouper en fait toutes les quantités qui sont excavées cette journée-là, en fait, quoi, et faire une seule déclaration. Bien évidemment, en listant tous les transporteurs derrière, quoi. Par contre, si vous avez sur une même journée des excavations sur un même chantier qui ont eu lieu à plusieurs endroits différents, là, il faudra faire une déclaration par localisation, en fait, quoi. On est en train d'informer, hein, les maîtres d'ouvrage. Alors effectivement, pour le moment, c'est plutôt les maîtres d'ouvrage importants, hein, qui ont eu cette information et les petits maîtres d'ouvrage, les collectivités, sont pas forcément trop informés, quoi. Malgré tout, il y a cette obligation. Donc après, je ne sais pas moi quelle décision prendra l'administration par rapport à ça, en fait, quoi, hein. Mais malgré tout, cette obligation, reste et ces transmissions doivent être, effectuées à un moment donné, en fait, quoi. On peut, hein, en vertu de l'article, je ne sais plus lequel, 14 ou 15 là, un particulier peut, tenir des registres chronologiques effectivement, quoi. Dans ce cas-là, donc il y a une forte, on va dire qu'il y a un fort intérêt de la mise en place de délégations en fait, quoi. Mais oui, si le maître d'ouvrage est un particulier, l'entreprise, heu, il faudra qu'il y ait quelqu'un, comme je disais, hein, qui tienne une traçabilité, un décompte, hein, des terres qui sortent d'un chantier, quoi. Donc il faudra, hein, qu'il y ait une tenue. Est-ce que c'est lui qui le fera? Est-ce que c'est l'entreprise? Encore une fois, ça dépend, hein. Finalement, la différence importe peu dans le sens où, la transmission en registre, ARNDTS doit se faire
La différence, en fait, c'est en fonction du code de l'environnement, hein. Donc là, c'est assez clair, hein. À partir du moment où une terre sort d'un site, elle est considérée comme un déchet, en fait, quoi. Il y a possibilité d'utiliser des arrêtés de sortie de statut de déchet, c'est-à-dire que si on valorise les terres selon certains principes, on peut prétendre à une sortie de statut de déchet, hein. Donc ça, c'est la sortie de statut de déchet en projet d'aménagement. Et en projet d'infrastructure linéaire aussi, quoi. On peut aussi prétendre à une sortie de statut de déchets sur site, hein. Dans certains cas, les THKV qui ne sortent pas du site, si elles ne sont pas utilisées pour le même emploi que ce qu'elles étaient utilisées là, elles sont considérées comme déchets, en fait, quoi, même sur site. Donc voilà, il y a des cas où on peut faire de la SSD, en fait, quoi. Mais voilà, le code de l'environnement est assez clair là-dessus. Et les terres excavées, malgré tout, prennent rapidement le statut de déchet, hein. Encore une fois, hein, ça dépend, parce que du criblage, il peut y en avoir aussi, directement sur le site du chantier, en fait, quoi. Installer un crible, on peut installer un crible sur un site de chantier, en fait, quoi. Dans ce cas-là, on n'est pas sur une installation particulière, hein, on n'est pas sur une ICPE, mais dans ce cas-là, en fait, il y a quand même, à tenir, en fait, les registres. Dans ce cas-là, par contre, si on est sur le site, d'excavation, il y a quand même cette notion de volume de 500 mètres cubes qui s'applique, hein, en fait, quoi, hein. Donc, si on est inférieur à 500 mètres cubes, pour cette opération, on n'est pas on est, exempté de tenir des registres, hein. Par contre, si ce crible, il est, je sais pas, sur une installation dédiée, en fait, quoi, là, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de notion de flux, de volume minimum, quoi, on va dire, hein. Alors non, non, non. En fait, là-dessus, hein, il y a pas d'échange entre, encore une fois, hein, on n'est pas sur un système, type BSD, en fait, quoi. Donc il y a pas on va dire que les personnes qui tiennent un registre TRS-KV sortant et les personnes qui tiennent un registre TRS-KV entrant, ne peuvent pas vraiment «se parler» entre guillemets, quoi, hein. Donc en gros, les entreprises qui vont faire sortir des terres, elles vont déclarer un tonnage de ce qui sort d'un chantier, quoi, ou un volume, hein, voilà. Et les entreprises qui réceptionnent ces terres vont déclarer un tonnage qui rentre, en fait, quoi. Mais c'est tout. Donc il n'y aura pas de transmission, qui sera faite. Oui, la terre végétale prend le statut de déchet dès lors qu'elle sort du site, comme, les autres terres. Elles ont la même codification déchets, donc là, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait un cas particulier pour la terre végétale, quoi, hein. D'ailleurs, en plus, souvent, c'est la plus contaminée, hein, donc au contraire, mieux vaut avoir la traçabilité renforcée sur la terre végétale, quoi, hein. Alors non, la plaque d'immatriculation n'est pas à renseigner, en fait. Dans ce cas-là, on a uniquement, mais ça, je ferai un petit démo, hein, on a uniquement le SIRET, en fait, à renseigner. Bah, on peut très bien faire une déclaration par camion, hein. Là-dessus, il y a pas de souci, hein, aussi, c'est si vous souhaitez faire une déclaration par camion, on peut le faire, en fait, quoi. Dans ce cas-là, le tonnage sera moins important à chaque fois. Mais on peut aussi regrouper. Que voilà, on peut faire un peu comme on souhaite là-dessus, quoi, hein. Alors on peut pas, hein, parce que c'est une donnée, je pense de mémoire là, qui doit être obligatoire, le numéro de parcelle cadastrale. C'est un champ qui est obligatoire, c'est-à-dire qu'on pourra pas, déclarer de registre si on n'a pas ces numéros de parcelle, en fait, quoi, hein. Voilà. Alors après, je comprends, oui, je comprends la question, bah, c'est en la lisant que je la comprends. Effectivement, il se peut que vous, en tant qu'installation de transit, vous receviez des terres et que l'entreprise, en fait, elle ait pas ces numéros de parcelle. Enfin, normalement, elle devrait les avoir pour pouvoir, déclarer à RNDTS, mais peut-être qu'elle va déclarer des petits volumes et du coup, elle sera soumise à exemption. Donc malgré tout, il faudra, avoir ces informations. Alors par adresse, c'est déjà un premier pas, on va dire, quoi, parce que à une adresse donnée, déjà, on peut renseigner à minima, en fait, on peut mettre toutes les parcelles cadastrales qu'on a sur une adresse donnée, quoi. Néanmoins, ça reste un biais, je pense, enfin, qui est pas forcément c'est pas forcément le bon pli à prendre, j'ai envie de dire, quoi. Mais ça peut être une première solution, oui, en cas de difficulté. Le transporteur tient un registre, transporteur, hein, vous avez ces informations dans l'arrêté registre, donc il y a bien un registre transporteur. Par contre, ça reste un registre chronologique interne, hein, et du coup, ces informations ne sont pas remontées,
à RNDTS. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vous qui décidez. Encore une fois, on pourra gérer des cascades de délégation. C'est-à-dire que si, par exemple, une maîtrise d'ouvrage a délégué à une entreprise générale la tenue de ces registres, l'entreprise générale pourra déléguer aux sous-traitants, hein, aux terrassiers, la tenue de ces registres. Mais ça, c'est à vous de vous arranger, en fait, quoi. Ah non, alors pas du tout, hein. Un agriculteur, c'est pas un ménage, hein. Il peut être sireté, un agriculteur, hein, donc il peut avoir un numéro SIRET ou pas. Dans ce cas-là, ça va rester un particulier, mais c'est pas un ménage. Non, non, ménage, c'est, on va dire, c'est limité au simple, au foyer, on va dire, quoi, hein, mais c'est tout, quoi. Parce qu'il y a quand même des gros volumes qui sont valorisés en agriculture, hein. Donc là, s'ils sortent du scope, là, je pense que voilà. Donc, non, non. Donc là, tunnelier, on est hors domaine cadastré, en fait, quoi, hein. Et dans ce cas-là, ce sera les coordonnées GPS à remplir, en fait, quoi, hein. Donc par batch, en fait, quoi, ou par lot, ça sera décidé, parce qu'effectivement, hein, on est sur un chantier linéaire, hein, donc qui avance, quoi, hein. Mais ça sera en fonction des chantiers, en fait, à décider quelles coordonnées GPS on va prendre, hein, au centroïde, on va dire, de l'excavation, quoi. Oui, la destination des terres est un champ à remplir. Un agriculteur peut être autorisé, en fait, quoi, hein, à recevoir des terres, en fait, quoi. Attention, hein, les terres, effectivement, ça prend le statut de déchet dès que ça sort du site, mais on peut très bien le valoriser, hein. Et du coup, la valorisation sur des parcelles agricoles, c'est complètement légal, à condition, effectivement, que ce soit bien encadré, hein, voilà, qu'il y ait des conventions avec l'agriculteur, et que les terres ne créent pas de désordre environnemental ou sanitaire derrière, quoi, attention. Mais ça, c'est complètement légal. Non, là, si on reste sur le même site, hein, comme je le disais, vous êtes dans la catégorie d'exemption, c'est-à-dire que, à condition que les terres, ne fassent pas plus de 30 kilomètres sur ce site, hein, directement. Mais dans ce cas-là, non, il y a exemption de la tenue d'un registre. L'administration peut constater qu'il y a un écart significatif entre des terres sortantes et des terres entrantes sur un exutoire donné. Donc, elle peut déclencher des investigations pour savoir pourquoi il y a un certain tonnage qui n'a pas été déclaré. Mais ça, je ne sais pas ce que l'administration décidera, hein, là-dessus. Alors là, je vais vous faire la démonstration, hein, sur le site de recette, hein, de RNDTS. Donc, il y a des fonctionnalités que vous verrez, hein, qui ne sont pas actuellement activées sur RNDTS en production, mais qui le seront bientôt, en fait, quoi. Donc, alors, pour se connecter, en fait, la première couche, hein, de connexion, en fait, c'est de passer par un portail Cerber, en fait, quoi. Pourquoi Cerber? En fait, parce que c'est le portail de l'administration qui permettra à terme de regrouper RNDTS et Track Déchets sous un même portail, en fait, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que la première étape, c'est vraiment de passer sous Cerber. Alors je passe, hein, tout ce qui est authentification, etc. Première connexion, hein, parce que du coup, j'ai plus de compte, en fait, pour faire des premières connexions, etc., en fait, quoi. Mais ça, c'est relativement simple, en fait, hein. Il faut se créer un compte sur Cerber et créer une première connexion. Donc là, mais vous verrez, vous passez par RNDTS qui vous redirigera automatiquement vers Cerber, en fait, quoi, hein. Là, je rentre mon mot de passe, hop, voilà, et j'arrive directement sur le portail RNDTS, hein, donc que vous voyez ici, hein. Alors, sur la page principale, hein, on voit, on est sur une page qui présente les différents registres, hein, que j'ai. Donc là, typiquement, j'ai terre et sédiments sortants, par exemple. Je peux aller consulter la liste des déclarations sur les dates, en fait, quoi. Donc, je peux faire un filtre, hein, sur les dates. Je peux, par exemple, aller, mettons 2021. Bon, 2021, de toute façon, il y aura rien, mais voilà. Et je peux après faire des filtres et filtrer en fonction des différents registres que j'aurai à tenir, quoi, en fait, hein. Voilà. Là, pour le moment, j'avais rien renseigné, en fait, où on avait dû vider la base, mais voilà. Lors de votre première connexion, vous aurez à déclarer un profil, en fait, quoi, hein. Un profil qui va définir à quel type de registre vous aurez accès.
on peut modifier ces profils d'établissement. Donc là, il faut aller sur mon établissement. Hein. Voilà. Donc là, c'est un profil de test. Hein, donc, prenez-le pas en compte. Notamment, le SIRET n'est pas le bon, dans le sens où c'est pas un SIRET 14 chiffres. Hein, voilà. Mais en fait, on peut aller modifier avec le petit crayon qu'il y a là le profil d'établissement si on s'est loupé, par exemple, dans la définition des profils. En fait, quoi. Donc là, on peut mettre à jour les informations. Voilà. Là, typiquement, j'ai eu un profil producteur de déchets terrasses cavées, là, ou sédiments. Voilà, donc là, je vais avoir accès à mes registres terre et sédiments sortants, en fait, quoi. Tac. Et là, j'ai aussi mis un profil installation de traitement de déchets terrasses cavées ou sédiments. Voilà. Donc là, je vais avoir un registre à la fois terre et sédiments entrants et terre et sédiments sortants, en fait, quoi. On a vraiment tout type de profil, en fait, vous irez voir. Collecte de déchets, etc. Transporteurs. Alors, il y a bien les transporteurs, hein, mais c'est vraiment uniquement pour les déchets dangereux, hein, parce qu'on l'a vu, hein, pour les déchets dangereux, il y a plein d'entreprises qui sont redevables de remonter ces informations à RNDTS. Alors néanmoins, il faudra passer par Track Déchets, hein, mais ça, je vous montrerai qu'il y a une bascule directe entre RNDTS et Track Déchets, en fait. Mais malgré tout, il faudra se créer un compte RNDTS si on veut visualiser les informations de Track Déchets en format registre, en fait, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces profils-là. Hein. Voilà. Alors, un point important pour vous, c'est que pour le moment, il n'y a pas de profil entreprise de travaux. Hein. Donc là, on est en cours de discussion, là, toujours pareil, pour savoir si on met en place ce type de profil. On va probablement mettre en place un profil entreprise de travaux, en fait, quoi, qui vous correspondent. Et dans ce cas-là, en fait, les registres seront gérés par délégation de la maîtrise d'ouvrage. Alors là, l'établissement, en fait, il est calé sur le fuseau horaire de l'ordinateur en fait qui fait la déclaration. Donc si par exemple vous êtes entreprise de travaux en Guadeloupe, en fait, ça sera calé sur le fuseau horaire Guadeloupe, quoi. Voilà. Donc voilà, vous pouvez le modifier. Bon, ça je ne vais pas le faire ici, quoi. Voilà, après vous avez accès à votre profil ici. Tac. Donc là on voit les notions d'API parce qu'elles vont bientôt apparaître en fait, mais ça, c'est parce que je suis en avance par rapport à la version en prod, hein, mais voilà. Donc on voit pas mal de choses là-dessus, quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Donc là-haut, dans le bandeau qu'il y a là-haut, il y a aussi les collaborateurs. Donc là, en fait, vous avez tous les collaborateurs qui ont accès à RNDTS. Si vous êtes le premier de votre entreprise à ouvrir un compte RNDTS, vous serez automatiquement administrateur RNDTS. Et ensuite, tous les membres de votre entreprise, quand elles vont s'inscrire, en fait, hein, sur la base du numéro SIRET de l'entreprise, elles vont dire il y a déjà un compte sur cette entreprise, du coup on a envoyé un mail à la personne administratrice pour qu'elle valide votre compte, en fait, quoi. Et en tant qu'administrateur, vous pouvez donner des droits administrateurs à n'importe quelle personne, en fait, quoi. Donc il y a le droit d'avoir au maximum 5 administrateurs par entreprise, et vous pouvez retirer les droits administrateurs à une entreprise, voilà, quoi. Donc un administrateur pourra rajouter ou supprimer des personnes, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a la notion de délégation, mais ça, je ne vais pas le présenter, hein, pour le moment parce que voilà, c'est un chantier qui est en cours, comme je vous le disais là. Voilà. Donc le plus important, c'est de vous montrer comment on fait une déclaration. Hein. Voilà. Donc une déclaration. Donc là, moi, j'ai accès à mes différents registres en fonction de mon profil, en fait. Donc là, j'ai droit à des déclarations, donc déchets non dangereux entrants, non dangereux sortants. En fait, là, c'est la version test, donc j'ai un peu droit à tout, quoi. Mais en fonction de votre profil, vous serez limité probablement à déchets dangereux, terres et sédiments entrants, terres et sédiments sortants. Voilà. Déchets dangereux, voilà, ça passe direct sur Track Déchets. Hein. Donc ça, je ne vais pas le présenter, hein, mais quand on clique dessus, c'est directement Track Déchets. Là, je vais vous faire une petite présentation parcours utilisateur sur les terres et sédiments sortants, par exemple, hein, en configuration chantier, on va dire, quoi. Hop. Donc, quand je clique dessus, on va déjà me demander si je suis un déchet pop, en fait, quoi. Donc là, je précise non. Et on va me demander aussi si je suis un déchet dangereux, en fait, si ma terre à sédiment est dangereuse. Donc là, je vais cocher non, en fait, quoi. Si je coche oui à une de ces questions-là, direct, je vais passer par Track Déchets. Hein, voilà. Donc là, je précise non, hein, parce que là, je suis sur une terre non dangereuse. Tac. Et là, j'arrive sur un écran d'information générale. Donc là, avec la date d'expédition. Hein.
Donc là, on va considérer que mon chantier, il a eu lieu, mettons, le 15 mars, on avait dit, hein, je reprends mon exemple initial, 15 mars. Donc là, les codes pour les terrasses cavées, c'est assez simple, hein, il y a, comme je le disais, il y a 3 codes déchets, hein. Donc 170504, 170506 pour les bouts de dragage, hein, donc les sédiments, et 200202. Voilà. Ça reste facultatif, mais je pense que c'est bien de le mettre, hein. Enfin, c'est facultatif selon la réglementation. Bon, après, ça mange pas de pain de le renseigner, quoi, hein. Donc là, je ne vais pas faire un exemple sédiment, je vais faire un exemple terrasse cavée. Le champ dénomination usuelle, il est automatiquement repris selon la codification CE des déchets. Par contre, vous pouvez le modifier, en fait, quoi. Si vous voulez préciser, vous pouvez mettre terre du chantier X, par exemple, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez des informations sur la caractérisation chimique. Alors, caractérisation chimique, vous avez toujours des infobules, en fait, hein, derrière, quoi, qui permettent de préciser les champs. Donc là, je lis données issues d'analyse chimique des terres cavées et sédiments lorsque cette analyse est nécessaire pour valoriser ou éliminer les terres cavées et sédiments, ou lorsque ces données sont disponibles. Donc là, ça reste une information réglementaire, en fait, quoi, qui est facultative malgré tout, mais qui est demandée dans beaucoup de cas, en fait, quoi. Donc là, soit vous pouvez téléverser, donc là, vous avez la possibilité de téléverser un PDF, hein, donc c'est-à-dire de téléverser des données d'analyse, en fait, quoi, jusqu'à 5 fichiers de mémoire, là, 5 fichiers qui doivent faire au plus 3 mégas, quoi. Voilà. Cependant, en fait, parfois, c'est assez compliqué de remettre la main sur des données de caractérisation où il n'y en a pas, enfin, voilà, c'est en fonction des cas de figure, ça peut être relativement délicat à déclarer, enfin à téléverser, aller chercher le bon PDF, on va dire, quoi. Donc, il y a aussi la possibilité de rentrer un numéro de bordereau d'analyse ou DAP ou CAP, en fait, quoi, typiquement. Donc là, c'est voilà, précisé dans l'infobule, hein. Donc là, ça en général, c'est plus précis, quoi, parce que au final, avec ce numéro DAP, s'il y a un contrôle à un moment donné, l'administration pourra être à même à revenir aux informations de caractérisation du chantier, on va dire du lot de terre en fait, qui a eu lieu sous cette DAP. En fait, quoi. Donc on sera quand même un peu plus précis. Donc voilà, donc je pense que ce qui est bien, c'est de préciser à minima ce numéro DAP ou CAP. Quoi. Ensuite, il y a la quantité. Hein. Donc là, je vais partir sur un exemple, on va dire camion par camion, mais vous pouvez regrouper, hein, bien entendu. Donc là, je vais partir sur allez, 10 tonnes, mettons. Quoi. On peut faire en tonnes au mètre cube. Quoi. Donc, voilà. Et ensuite, on passe au tableau 2, hein, qui est intervenant. Donc là, c'est les notions de parcelles cadastrées. Hein. Donc là, soit on est en domaine cadastré, et dans ce cas-là, je vais remplir les différents codes de ma parcelle cadastrale, et je peux en rajouter plusieurs, en fait. Quoi. Voilà. Soit je ne suis pas hors domaine cadastré, donc je coche non. Et là, dans ce cas-là, je vais rajouter des coordonnées sur la base d'une adresse, en fait, quoi. Donc là, on est relié à l'API adresse, en fait, quoi. Donc là, je peux, là, directement, en fait, à partir d'une adresse, je peux obtenir des coordonnées, en fait, quoi. Donc, ce qui peut être relativement pratique. Donc là, voilà, je remplis ce champ-là, en fait, quoi. Et je considère que je suis pas en domaine cadastré, et du coup, je remplis des coordonnées GPS, on va dire. Ensuite, on a des informations sur le producteur, en fait, quoi. Producteur de terre, quoi. Donc là, alors je vais aller rechercher un SIRET, je ne le connais pas par cœur. Mais, en général, quand je fais mes exemples, je prends le SIRET du BRGM, comme ça. C'est le SIRET que je connais. Alors ça, c'est BRGM Fort de France, mais le SIRET, il est là. Hop. Donc là, je suis relié à la base de données SIRET. Hein, donc en gros, en fonction du SIRET, je vais automatiquement avoir la raison sociale et l'adresse hein, qui est enseignée, quoi. Idem sur les transporteurs. Hein. Donc là, avec le SIRET du transporteur, en fait, quoi. Normalement, j'ai. Ah ben non, j'ai pas le. Je remplis la raison sociale, en fait, quoi. Hop.
Je sais pas, ça reste un truc à faire évoluer en fait, quoi. Mais normalement, ça sera raccordé à la base de données adresse en fait pour simplifier ces champs-là en fait, quoi. Ah, on peut mettre le numéro récépissé aussi en fait, quoi. Hop, voilà. Donc là, on peut renseigner plusieurs transporteurs, hein, comme je le disais. Donc là, on peut rajouter alors un numéro récépissé, on peut rajouter un autre transporteur en fait, quoi, derrière. On peut rajouter un courtier aussi, mais ça c'est facultatif, hein. Voilà, donc là, j'ai mes informations sur les intervenants et du coup, je vais passer à l'écran suivant qui est l'étape destinataire, hein. Donc destinataire, bah là pareil, c'est sur la base du numéro SIRET en fait, quoi. Hop. Donc voilà. Alors là, je peux renseigner, donc adresse de destination. Je peux renseigner une adresse de destination si l'adresse de destination est différente de l'adresse du destinataire, en fait, quoi. Donc voilà, on peut aller dedans. Ce qui est obligatoire à renseigner aussi, c'est le code traitement, hein. Donc là, c'est les codes traitement qui sont dans la réglementation déchets. Donc on a soit des codes en D, soit des codes en R. Donc code D, c'est pour élimination, code R, c'est pour valorisation, hein, donc au recyclage, hein. Donc là, on va se mettre plutôt en R3, mettons. Valorisation, on considère qu'on valorise des substances inorganiques, quoi. Enfin voilà, c'est très mal fait, hein, cette codification. Néanmoins, c'est obligatoire, donc voilà, on l'a mise là, mais bon, les codes des fois à utiliser, ça peut être un peu délicat à choisir, quoi. Voilà. Donc là, en gros, là, on fait du recyclage, quoi, ici. Recyclage. Alors, il y a une infobulle, hein, qui nous dit c'est la qualification du traitement final. Voilà. S'il y a eu un transfert transfrontalier de déchets, en fait, quoi. Là, on peut renseigner les numéros des différents documents, en fait, quoi. Alors, vous allez me dire, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'obligation réglementaire sur les mouvements transfrontaliers de déchets. Par contre, si un déchet est importé en France, en fait, quoi, il passe par une installation de transit et est acheminé en fait sur un autre site, il faudra quand même reprendre ces numéros transfert transfrontalier à un moment donné vis-à-vis du producteur initial en fait, quoi. Donc c'est uniquement ça, quoi. Voilà. Et bah là je considère, je valorise les terres en remblayage, hein. Donc là voilà, oui. Donc là là c'est précisé en fait, quoi. Et là en fait bah, du coup je vais devoir préciser les coordonnées en fait du site de valorisation. Donc là, rajouter une parcelle cadastrale en fait, quoi, ou hors domaine cadastré, rajouter les coordonnées, hein. Donc on peut mettre une adresse. Là, c'est relié à la base d'adresse, pareil, tac, hop, et voilà, quoi. Donc là, on valide. Donc là, alors je ne sais pas pourquoi il met ce champ est requis. Ah, il considère que c'est pas du recyclage, c'est de la valorisation. Bon. Voilà. Donc là, j'ai un petit message qui me dit que ma déclaration a bien été prise en compte. Et donc, je peux aller la rechercher dans mes terres et sédiments sortants, hein. Donc là, je consulte la liste des déclarations et je retrouve bien ma déclaration, la terre du chantier X, quoi. Voilà. Donc, il y a un système de filtre, hein, où on peut rechercher par date de création, date d'expédition, code, la quantité, etc., quoi. Donc, on peut ajuster ces fourchettes-là. Et quand je clique dessus, donc du coup, j'ai accès à ma déclaration, hein. Donc là, voilà. Tous les collaborateurs, hein, ont accès à toutes les déclarations, hein, pour une entreprise donnée. Voilà. Et alors, on peut voir accès à l'historique aussi d'une déclaration, hein. Donc là, l'historique me dit que moi, j'ai créé ma déclaration à 15h13 aujourd'hui. Par contre, je peux très bien modifier une déclaration. Si je m'aperçois que je me suis trompé dans les quantités, je me suis dit, zut, j'ai mis 10 là, mais en fait, c'est pas 10, c'est 15. Bon, alors je change, hein, le tonnage, hop, je passe tous les autres écrans là, et je revalide, et la modification a bien été prise en compte. Et du coup, si je reviens sur ma déclaration, en fait, quoi, qui est là, ben, je vois que ça s'est répercuté, hein, et du coup, j'ai bien 15 tonnes ici, quoi. Par contre, je vais conserver l'historique de toutes mes déclarations à partir de la première qui a été mise. Comme ça, je peux voir en fait l'historique de toutes ces déclarations. En fait, c'est archivé. Et
au final, les personnes peuvent voir que, au final, j'ai créé une première déclaration à 15h13, mais que j'en ai recréé une autre à 15h14. Donc, je peux aller voir quelles ont été les modifs qui ont été faites, quoi, hein, typiquement. Voilà. Alors, la première, je pense qu'il il bloque là. Je cliquais pour savoir si on pouvait aller revoir la première, en fait, quoi. Mais ça a l'air de. En tout cas, c'est des choses qui sont archivées dans la base de données. Donc, on va conserver l'historique de toutes les déclarations. Donc, si, quand je crée une déclaration, voilà, je la crée, quoi. Après, on peut on peut faire des modifications, en fait, mais tout sera archivé, quoi. Les profils entreprise TP, il va avoir un nouveau profil hein, qui va s'ouvrir. En fait, ça va être un profil entreprise de travaux publics, hein. Pour le moment, si vous souhaitez vous connecter, vous pouvez vous enregistrer en tant que producteur de TRSKV, hein, producteur de déchets TRSKV et sédiments. Il va y avoir un nouveau profil que vous pourrez renseigner, en fait, qui sera profil entreprise de travaux, en fait, quoi. Mais vous, finalement, vous aurez à renseigner les mêmes champs que un producteur de TRSKV au final, quoi. Donc pour le moment, vous pouvez utiliser ce profil et on est en train de monter le profil entreprise de TP. Je vais dans mon établissement et je rajoute un nouveau profil. Je peux cocher, décocher, je peux concaténer plusieurs profils, hein, il n'y a pas de souci, hein. Quand, vous gérez des entrées et des sorties, il faudra tenir un registre, TRSKV entrant et un registre TRSKV sortant, ça c'est clair, quoi. Alors les coordonnées GPS là, ou les parcelles, en gros oui, ça tous les apports de destination, ça il faut les renseigner en fait quoi, sauf si la destination c'est pas du remblai en fait quoi, mais c'est destiné à l'élimination par exemple. Dans ce cas-là, il y a uniquement, ce sera les coordonnées du destinataire qui feront foi en fait quoi. Mais pour tout ce qui est opération de valorisation, par exemple chez un agriculteur, il faudra renseigner ces informations, oui, ça c'est clair. On est redevable même si on fait une SSD, on devra tenir un registre, chronologique, hein, de ces entrées, enfin, un registre chronologique, sur, si on fait une SSD, en projet d'aménagement, en fait, quoi. Alors attention, hein, on ne peut pas, rattacher des collaborateurs directement à partir de l'application, hein. Ça, c'est pas prévu d'être mis en place, en fait, quoi. C'est un collaborateur s'inscrit dans RNDTS, il faut dire à vos collaborateurs: «Allez vous inscrire dans RNDTS», vous vous rattachez au SIRET de votre entreprise et ensuite c'est l'administrateur qui va faire rentrer tout le monde, en fait, quoi. Il y a pas de différence, en fait, hein. Ça, c'est des codifications déchets qui datent un peu, en fait, quoi. Mais en gros, dès que vous avez une terre à scaver, vous la codifiez en tant que terre, en fait, quoi. Là-dessus, c'est vraiment, c'est vraiment si à partir du moment où vous avez des déchets de déconstruction qui contiennent des bétons, et cetera, ça sera plus la même codification. Mais si vous avez des déblais de terrassement, ce sera terre et pierre, hein. Voilà, terre et cailloux. Ah! Alors je pense que la question porte sur les codes, 20 02 02 là et 17 05 04. Oui, en fait, la plupart des temps, ça sera 17 05 04. Pourquoi? Parce que la codification, en fait, c'est, pour, la 20 02 02, c'est des déchets municipaux. Donc en gros, c'est les terres excavées, qui proviennent de chantiers municipaux ou qui proviennent de chantiers de terrassement, dans les communes ou dans les cimetières, par exemple, des choses comme ça, quoi. Donc on est plutôt sur des petits chantiers, on va dire, quoi, sur la partie 20 02 02, quoi. Oui, alors tout à fait, hein. Alors sur la récupération, parce que là, bon après, parce que il faut que j'ai le temps aussi de parler des évolutions futures, hein. Bon, je prendrai le temps qu'il faut, mais je verrai si j'ai le temps après avoir répondu aux questions, quoi. Mais ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un système d'API, en fait, quoi, d'interfaçage avec des applications tierces. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous avez une bascule, en fait, quoi, il y a un système de gestion informatique hein, qui est fait pour cette traçabilité, pour assurer la traçabilité.
Et nous, on est en train de mettre en place un système d'interfaçage pour qu'au final, pour éviter de passer par l'application RNDTS et que toutes les données en fait, qui sont présentes dans vos systèmes d'information internes soient transmises automatiquement à RNDTS pour pas qu'il y ait de double saisie en fait, quoi. Donc typiquement, c'est ce que les gens attendent, hein, clairement, quoi. Donc voilà, donc clairement, oui, vous pourrez récupérer les données d'une bascule et toutes les informations qui sont dans vos logiciels, vous pourrez les interfacer avec RNDTS en fait, quoi. Donc au final, la saisie, elle aura lieu une fois, c'est-à-dire à la bascule en fait, quoi. Alors sur un mètre linéaire, en fait, il faudra quand même des coordonnées. Il faut quand même être assez précis, je pense, sur les coordonnées GPS, hein. Alors ça dépend, hein, après c'est encore une fois, hein, faut vraiment, c'est du bon sens en fait, ce que j'allais dire, chercher le mot. Ça reste du bon sens en fait, quoi. Si vous avez, je sais pas, un chantier une tranchée, une départementale. L'exemple, c'est une départementale de plusieurs kilomètres. Dans ce cas-là, vous ne pourrez pas prendre de centroïde déjà, en fait, l'excavation, elle ne va pas se faire en une journée, mais en plusieurs journées. Donc, vous aurez plusieurs déclarations à faire. Donc, si on voit que les coordonnées GPS sont toujours les mêmes, l'administration risque de se poser des questions. On va se dire, bah là, on aura fait un trou énorme à un endroit donné, en fait, quoi. Alors, en 15 jours, c'est pas possible, quoi. Donc là encore, il faut essayer d'avoir du bon sens, en fait, quoi. Et probablement déplacer ce curseur journalièrement, ça me semble pas une mauvaise idée, quoi. Mais encore une fois, essayer d'être pragmatique là-dessus, quoi. Non, il n'est pas obligatoire. Par contre, ces informations sont quand même, l'administration, c'est assez vigilante, hein, sur le renseignement de champs caractérisation chimique, en fait, quoi, hein. C'est bien précisé dans la réglementation, si nécessaire, ou alors je ne sais plus comment c'est marqué, hein, heu, mais entre guillemets, c'est quand même fortement recommandé de remplir ces champs-là, quoi. S'il y a beaucoup d'entreprises qui remplissent pas ces champs-là, à un moment donné, il faudra, enfin, ils vont peut-être renforcer la réglementation derrière, hein. Ça peut être ça le risque derrière, quoi. Et dans ce cas-là, heu, ça peut être bien de renseigner au moins les numéros de DAP, quoi, hein, typiquement là, pour que l'administration puisse savoir, puisse se référer à un document, en fait, ou un ensemble de documents qui ont été édités sous cette DAP, quoi. Et oui, normalement, oui. Alors non, malheureusement. Alors non, on va interfacer, hein, pour les parcelles cadastrales, c'est un peu lourd à renseigner, mais en fait, on va mettre en place un outil qui permet avec un curseur, en fait, d'intercepter, on va dire, la base de données des cadastres et de renseigner automatiquement les parcelles cadastrales. Mais non, hein, si on n'est pas en domaine non cadastré, on est obligé de renseigner les parcelles cadastrales, hein. La caractérisation, encore une fois, dans certains cas, ce n'est pas une obligation, en fait, quoi, hein. Faut faire attention à ça, quoi. Il y a les cas des terres inertes, en fait, quoi, selon en vertu de l'annexe 1 de l'arrêté du 12/12/2014, vous n'êtes pas obligé de caractériser des terres excavées, en fait, quoi, hein. Néanmoins, en fait, ce sera précisé quelque part que ces terres sont, jugées inertes, enfin, voilà. Et donc c'est pour ça que ces numéros, CAP, DAP, c'est important à renseigner quand même, quoi. Oui, oui, ils ont un SIRET, quoi, ou un SIREN, en fait, mais en tout cas, ils pourront s'enregistrer. Dans tous les cas, si vous êtes, même si vous n'êtes pas SIRETé, vous pouvez vous enregistrer dans RNDTS. Alors, actuellement, c'est pas le cas, mais ce sera possible, en fait, quoi, parce que les particuliers peuvent, s'enregistrer dans RNDTS, hein. Quand il y a pas de SIRET, on peut quand même s'enregistrer, en fait, quoi. En gros, l'administration attend ces informations et c'est pas possible de valider une déclaration si on n'a pas ces informations. Non, c'est pas possible de supprimer une déclaration, hein, comme je le disais. Tout est archivé, en fait, quoi, hein, et ça, c'est une demande forte du ministère, hein, l'administration, hein. Voilà, donc tout va être archivé, quoi. On peut, massifier, en fait, quoi, et faire des déclarations sur une journée.
on rajoutera un champ pour renseigner des numéros internes en fait que vous avez ou des choses comme ça. Mais on a bien en tête cette question-là, quoi. Non, ne sont pas concernés. Ça reste un champ obligatoire, hein, donc il faut se renseigner, je pense, quoi. Et après, à défaut, vous pouvez toujours mettre un code R ou D et puis le modifier par la suite, hein. Comme je le dis, hein, une déclaration peut être modifiée. Par contre, il faudra quand même le renseigner et que cette déclaration soit le strict reflet de la réalité, en fait, quoi. On aura la possibilité, on est en train de proposer un document en CSV, en fait, quoi, donc un fichier Excel, mais en fait qui est un fichier texte, en fait, hein. Voilà, avec les informations qui sont nécessaires. Et vous pouvez en fait utiliser ce fichier-là, en fait, quoi, sur tous vos mouvements de l'année, en fait, quoi. Donc vous aurez un fichier à X milliers de lignes, en fait, quoi, que vous pourrez uploader dans RNDTS, en fait, quoi. Donc par exemple, à la fin de la période de tolérance, là, là, typiquement, vous pourrez mettre en fait tous les mouvements que vous avez eus depuis le 1er janvier, en fait, dans un fichier Excel, et ça, ce sera uploadé dans l'application. Il y aura un système de contrôle qui va vérifier chacune des infos. Alors attention, hein, faut bien renseigner les choses, quoi, ou avoir un logiciel, etc., qui le fait à votre place, parce que dès qu'il y aura une information qui manque, etc., ça va bloquer, et ça va refuser l'ensemble de la déclaration, quoi. Donc voilà. Par contre, c'est un système qui peut être assez simple pour saisir en masse les déclarations. Oui, la création de comptes avec un sirène, oui. Alors c'est toujours d'actualité, hein, c'est-à-dire qu'on va créer un profil, on va dire, administrateur principal d'une entreprise, qui va pouvoir regrouper tous les numéros, SIRET sous un sirène donné, en fait, quoi. Et cette personne-là, donc c'est un administrateur entreprise, là, et il y aura le même type de fonctionnement, elle pourra désigner d'autres personnes, et pourra aussi, donc aura la visu sur tous les registres des différents établissements. Il pourra même tenir des registres elle-même, quoi. Pas pour le moment, parce qu'on a beaucoup d'évolutions là qui vont venir là prochainement, et du coup, ça fait pas mal de choses qu'on est en train de paralléliser, en fait, quoi. Donc pour le moment, les priorités, c'est vraiment la sortie de l'API, la sortie du fichier CSV, le système de délégation, le profil administrateur, voilà. Et du coup, les autres demandes, en fait, on va les gérer, mais plutôt dans un second temps, quoi. Ça, c'est fait par une clé API, en fait, quoi, hein. Donc ça, l'interfaçage, on va mettre en place un bêta test pour l'interfaçage avec les systèmes internes, en fait, quoi. Et donc là, ce sera des choses qui seront à discuter lors de cette phase-là, quoi. Seules les installations stockage non dangereux et les installations d'incinération, et celles qui font de la SSD, sont concernées par la transmission au registre chronologique, au registre national. Donc les entreprises de travaux ne seront pas concernées, par ça, en fait, quoi, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup des THKV et on parle peu des déchets non dangereux, parce que ça ne vous concerne pas, en fait, quoi, dans ce cas-là. Il n'y aura pas forcément besoin de renseigner son SIRET, en fait, quoi. Si c'est pas le cas actuellement, ça sera mis en place, en fait, quoi. Mais en tout cas, cette notion de SIRET ou pas, heu elle sera pas rédhibitoire, on va dire, quoi. Et des particuliers pourront se créer des comptes, et il y aura des informations, sur, les particuliers sans SIRET, quoi. Et effectivement, là, sur la démo que j'ai faite, là, il y a quand même le destinataire à renseigner, hein, où, on a mis un numéro SIRET, en fait, quoi. Mais là, encore une fois, à terme, cette obligation ne sera pas, enfin, ça va être modifié, en fait, quoi. On l'a mis en place parce que c'était, une demande réglementaire. Malgré tout, c'est, un peu en désaccord avec, ce qui est précisé dans l'article 14 de mémoire, là, qui précise qu'un producteur, un particulier, en fait, ou une commune, en fait, doit pouvoir s'interfacer à RNDTS. En fait, dans ce cas-là, on ne sera pas obligé de remettre un SIRET.
En fait, le destinataire, c'est la personne vers laquelle les terres excavées et les sédiments sont expédiés, en fait, quoi. Voilà. Donc, bon, dans beaucoup de cas, il y aura une adresse de destinataire. Par contre, on peut renseigner une adresse de destination qui est différente de la raison sociale de cette personne-là, en fait, quoi, typiquement. Voilà. Donc, là-dessus, on peut distinguer, en fait, destinataire de l'adresse de destination. Alors là, encore une fois, hein, c'est vraiment, le bon sens qui s'applique, hein. S'il y a des gros écarts, en fait, par rapport à une première déclaration, il faudra la modifier. S'il n'y a pas des très gros écarts, hein, honnêtement, il n'y a pas forcément besoin de la modifier, hein, voilà, on n'est pas à plus ou moins une tonne, quoi, hein. Oui, alors ça, il y a une certaine souplesse, hein, qui est accordée, entre tonnes et mètres cubes, en fait, quoi, hein. Donc, là, vous pouvez déclarer, selon l'unité de votre choix. Donc effectivement, appliquer un foisonnement ou pas, tonnes, c'est très utile, quand, on a une bascule, en fait, quoi, hein, voilà. Mètres cubes, ça peut être intéressant, quand on a des volumes, en sortie de chantier, quoi. Donc, mais il y a une certaine souplesse, effectivement. Alors après, vous appliquez des coefficients de foisonnement et cetera entre les 2 si voilà. Mais malgré tout, enfin voilà, il y a une souplesse par rapport à ça, quoi. Je pense que je l'ai précisé, hein, dans l'évolution réglementaire, c'est d'assurer une traçabilité exhaustive des terres excavées et des sédiments, hein, chose qu'on n'avait pas jusque-là, en fait, quoi, hein, typiquement. Il y a énormément de mouvements de terre qui ne sont pas suivis, en fait, quoi, hein, où il n'y a pas de traçabilité derrière. Donc c'est l'enjeu premier, hein, c'est d'assurer cette traçabilité. Donc voilà, hein, c'est le et que l'administration ait, un visu, on va dire, quoi, sur les différents mouvements et puisse revenir vers les producteurs si à un moment il y a des désordres qui sont constatés, quoi, hein, des ordres environnementaux, notamment, quoi. Donc, c'est vraiment ça le but de la démarche, quoi. Ce qui va être mis en place à court terme, c'est la mise en place de l'API entreprise, hein, pour interfacer des systèmes tiers. C'est la mise en place du fichier d'échange, hein, CSV, pour saisir en masse des déclarations. C'est, le système de gestion des délégations et c'est l'interfaçage de track déchets à RNDTS, en fait, quoi. Donc pour qu'on puisse consulter les registres déchets dangereux dans RNDTS, en fait, quoi. À moyen terme, donc il y avait, l'authentification commune avec Track Déchets, il y a la mise en place des rôles administrateurs entreprise et il y a, l'interface, avec les déclarations enfin, ah non, bah, ça vous concerne pas en fait parce que c'est pour les déchets dangereux non soumis à BSD. Donc là, on va mettre une interface spécifique par rapport à ça, mais ça vous concerne pas vraiment, quoi. Heu, donc voilà, hein, ce qu'on a prévu en évolution à court terme là-dessus, quoi. Donc il faut vraiment suivre en fait les évolutions sur le site internet. Il y a des demandes qui ont été faites, hein, notamment, par la FNTP. Le ministère a bien pris en compte ces demandes, et du coup, donc il y a des concertations pour savoir si, cette période de tolérance sera prolongée et le ministère vous fera savoir, assez rapidement, si, cette tolérance est prolongée ou pas, quoi. Non, effectivement, il y a pas d'interface avec Track Déchets si, on est sur des déchets dangereux. Parce que Track Déchets permet d'éditer des BSD pour les DND, en fait, hein, pour les déchets non dangereux. Par contre, comme c'est pas une obligation réglementaire, hein, d'émettre des BSD pour des DND, on n'aura pas d'interfaçage entre Track Déchets et le registre national, hein. Ou non, dans tous les cas, il faudra tout saisir depuis le 1er janvier, 2022, oui, ça c'est sûr, quoi. Alors non, pour les sédiments, c'est la même chose, hein. Je pense que pour les terrasses cavées, hein, sauf erreur de ma part, il y a pas besoin d'avoir un numéro récépissé, en fait, quoi, hein, pour, transporter les sédiments. Alors c'était une demande qu'on avait eue au début, en fait, quoi, mais qui n'a pas été prise en compte. Pourquoi? Parce que ça correspond à des obligations réglementaires qui sont différentes. Track Déchets permet d'émettre des bordereaux de suivi de déchets, en fait, quoi, dangereux, qui sont obligatoires pour les déchets dangereux uniquement. Et un BSD, donc comme je disais, hein, ça suit le déchet depuis la production jusqu'à la valorisation finale, avec un procédure de signature. Donc toutes les parties doivent signer, en fait, quoi, hein.
Tandis que le registre, c'est un recensement finalement de ce qui sort ou ce qui rentre à un endroit donné en fait, quoi. Donc on est sur des choses relativement différentes en fait, quoi. Et l'administration aurait été plus royaliste que le roi de vouloir faire des BSD pour tout type de chantier, y compris des chantiers terrasse cavée en fait, quoi. Voilà. Mais donc pour répondre à votre question, c'est pour ça, hein. Finalement, c'est renforcer cette traçabilité, oui, en imposant des choses réglementaires, mais c'est vraiment complètement dans le scope du code de l'environnement, en fait, quoi, hein, là-dessus. Ah, du coup, voilà, donc voilà, il y a un utilisateur qui dit qu'effectivement, c'est important qu'il y ait ce type de contrôle. Je précise qu'effectivement, voilà, c'est un peu le but aussi de ces démarches-là. Et voilà, même si ça peut paraître lourd et qu'il y a voilà, ça reste une démarche faite pour protéger l'environnement derrière et éviter de dégrader des sites. Là, on peut faire une saisie globale, en fait, quoi. Par contre, il faudra renseigner tous les transporteurs qui sont impliqués. Oui, alors sur l'implication des bêtes d'ouvrage, ça c'est une question qui revient souvent. C'est une question, oui, vraiment d'actualité, en fait, quoi, hein. Et clairement, il y a un travail à faire, je pense, auprès, des maîtres d'ouvrage, mais plutôt les petits maîtres d'ouvrage, en fait, quoi, hein. Les grands maîtres d'ouvrage, ils sont quand même assez familiers, enfin ceux qui brassent pas mal de mètres cubes de terre, voilà, hein. Et ils sont assez familiers avec ces notions de code de l'environnement, traçabilité, et cetera, quoi. Heu, Par contre, effectivement, il y a plein de maîtres d'ouvrage, hein, des petites collectivités ou autres, en fait, qui vont découvrir ça, hein. Ça, on sait bien, en fait. Il y a une partie, communication qui devra être faite auprès, de ces maîtres d'ouvrage, pour, assurer cette traçabilité et pour aussi leur indiquer qu'ils sont responsables malgré tout de ces échanges de terres, quoi. À ce que risque un maître d'ouvrage? Bah, après, alors je sais plus, hein, sur les sanctions, hein, C'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. donc comme je le disais, en fait, les délais de transmission, c'est différent de la déclaration. En fait, il faudra faire des déclarations journalières, hein, quotidiennes, donc ça reste obligatoire. Néanmoins, en fait, la transmission de ces informations, elle peut se faire jusqu'au mois suivant, à la fin du mois suivant le fait générateur. Donc ça, c'est précisé, hein, dans le décret. C'est-à-dire que si vous avez une excavation au 15 mars, en fait, il faudra voilà, savoir combien de tonnes sont sorties, etc. Par contre, vous pouvez remonter ces informations que le 30 avril d'après, en fait, quoi. Donc sans prendre en compte la période de tolérance, hein, qui est beaucoup plus permissive, quoi. Alors, bah, non, non. Et là, encore une fois, ce sera la maîtrise d'ouvrage qui sera en première ligne, hein. S'il y a une délégation, l'entreprise de TP va tenir les registres pour le compte de la maîtrise d'ouvrage. Donc la maîtrise d'ouvrage n'aura pas à tenir ces registres, hein, attention, quoi. Elle aura uniquement l'accès aux registres en consultation, quoi. Voilà. Alors elle pourra modifier certaines déclarations, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc je pense que, ouais, ça répond à la question.